Alors, je suis un des régionales de l'État, puisque je travaille à côté à la clinique Ronde-Durance. Je voudrais remercier chaleureusement Vincent Mazouillet, les organisateurs, de me confier ce sujet sur les défibrillateurs et le sport. Et on va voir rapidement, puisque le temps est imparti, les nouveaux dispositifs. Alors, l'interlocuteur précédent, je vais signaler que 2 Français sur 3 pratiquaient du sport au moins une fois par semaine. On a un Français sur 6 qui a une licence sportive. Et pour autant, le nombre de défibrillateurs implantés en France est relativement limité. Ça fait une population d'à peu près 70 000 porteurs de défibrillateurs. On est 7 000 cardiologues, donc ça fait 10 défibrillateurs par cardiologue. En plus, ce sont des patients âgés, 63 ans à l'implantation. Beaucoup de défibrillateurs, c'est des triples chambres, 40%. Si bien que finalement, la grande majorité des porteurs de défibrillateurs, c'est des patients insuffisants cardiaques qui vont avoir des cardiopathies sévères, des fractions d'éjection très altérées, donc des capacités sportives bien limitées. On sait néanmoins que chez ces patients, le défibrillateur ne contre-indique absolument pas la rééducation et des sports de basse intensité qui sont bien sûr même bénéfiques pour ces patients. La population qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un patient beaucoup plus jeune, moins de 50 ans, sportif, athlète, compétiteur, qui a une pathologie cardiaque qui est parfois révélée par une mort subite récupérée ou par une arythmie ventriculaire grave, ou chez qui on trouve une cardiopathie à risque d'arythmie, et donc on pose l'indication d'un défibrillateur implantable. Les cardiopathies intéressées, ce sont les cardiopathies hypertrophiques, la dysplasie du VD, QT long, Brugada, EV idiopathique. On a quelques patients coronariens ou qui ont des cardiopathies dilatées avec des fonctions VG peu altérées, mais qui ont fait des tachycardies ventriculaires. Alors jusque-là, ces patients relevaient des recommandations éditées par les sociétés savantes américaines et européennes en 2005, avec des restrictions très importantes. L'implantation d'un défibrillateur, que ce soit en prévention primaire ou secondaire, disqualifier complètement ces patients de toute activité sportive de compétition, à l'exception des sports de basse intensité de classe 1A. Le petit tableau sur la classification des sports avec la composante dynamique en bas, la composante statique. Vous retrouvez en haut à droite la boxe, le triathlon et le vélo. Et donc, en bas à gauche, vous retrouvez des sports qui sont réservés à des athlètes de moins bon niveau, comme le billard, le bowling, le golf, etc. Le tir à l'arc. Pourquoi ces limitations des sociétés savantes ? D'abord parce qu'il est beaucoup plus facile d'interdire que d'autoriser en médecine. Et surtout parce que le sport induit des perturbations physiologiques importantes. Les interlocuteurs précédents ont déjà évoqué le sujet sur le froid, sur l'altitude. Enfin, on a des perturbations neuro-hormonales, une augmentation des catécholamines, du stress, une ischémie. On peut avoir une acylose, une déshydratation suivant l'environnement dans lequel on est. Et tout ça, ça fait augmenter le risque d'arythmie ventriculaire. Il a même été démontré qu'il y avait une augmentation potentielle du seuil de défibrillation. De surcroît, le stress, la compétition, ça augmente le rythme cardiaque, la tachycardie sinusale, et donc il y a beaucoup plus de risques chez l'athlète de choc inapproprié. Deuxièmement, vous imaginez, c'est assez évident, que si le patient fait une arythmie ventriculaire et qu'il perd connaissance, qu'il est en train de faire de l'escalade ou de la plongée, c'est fini. Mais même s'il fait de la voiture, s'il perd connaissance et qu'il va dans le public, il y a quelques problèmes. Et puis il y a les contraintes sur le matériel. Donc vous voyez ce bodybuilder comme il est en train de tirer sur la sonde de son défibrillateur à gauche. Vous imaginez que nos amis Sébastien Chabal et Igor Godze, s'ils avaient un défibrillateur, ils seraient bien embêtés. Et Raphaël Nadal également, parce qu'il tire quand même beaucoup sur son épaule gauche. Voilà, donc on a des risques d'impact direct sur le matériel, en particulier sur les sports de contact et sur les sports de combat. On a des risques traumatiques indirects d'étirement et lésion des sondes, dans tous les sports avec des fortes contraintes scapulaires. Et puis, je l'ai mis là, il y a le risque psychologique, ça n'a rien à voir avec le matériel, mais le sportif qui prend un choc inapproprié, c'est un traumatisme. 30% des sportifs qui prennent un choc inapproprié arrêtent leur activité sportive. À mettre en balance quand même avec la réorientation professionnelle chez un sportif de haut niveau qui vit de son activité sportive. Alors, dans ces recommandations des sociétés savantes, en plus, à l'époque, on ne tenait peut-être pas assez compte de la cardiopathie sous-jacente. Dans la dysplasie du ventricule droit, dans le syndrome de QT long de type 1 ou les TV catécholargiques, le sport aggrave les choses. Il aggrave la cardiopathie. Ce n'est pas du tout la même chose chez un patient qui a été implanté pour un Brugada asymptomatique. Deuxièmement, il n'est pas tenu compte de l'indication.
Évidemment que le patient qui a fait une mort subite récupérée pendant un effort, on va être plus restrictif. Celui qui arrive avec un électrode Brugada et à qui on dit il faut vous mettre un défibrillateur et à qui on sabote sa carrière sportive, est-ce que c'est vraiment légitime? Et troisièmement, il n'est pas tenu compte des traitements. Avec les bêta-bloquants, par exemple dans la dysplasie, le risque rythmique diminue très largement. Et puis on a des sportifs qui ont des tachycardies ventriculaires qui sont traités par ablation, par radiofréquence, chez qui on a mis dans le même temps un défibrillateur. Le défibrillateur montre d'ailleurs très bien qu'ils n'ont plus de tachycardie ventriculaire, mais ils ont toujours le défibrillateur. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, alors qu'est-ce qu'on leur dit à tous ces sportifs? D'autant qu'il y en a qui passent outre ces recommandations. Je vous ai mis 3 exemples médiatisés. Sarah Ebert, qui était championne de planche à voile, vice-championne du monde quand même et championne d'Europe, elle fait un test d'effort, tachycardie ventriculaire, on lui implante un défibrillateur Boston. Elle continue sa carrière, ça lui a permis d'avoir un sponsor de plus sur sa voile, sans problème pendant de nombreuses années. Le cas d'Anthony Van Loo, il est un petit peu plus particulier. C'est un footballeur belge qui est professionnel en première division. On lui trouve une dysplasie et on l'implante à titre systématique avec un défibrillateur. L'année d'après, ça lui sauve la vie. Ça lui sauve la vie, c'est l'image de droite, il fait un arrêt cardiaque sur une fibrillation, il est choqué en direct à la télé. Bon, évidemment, il finit pas le match, hein. Mais ce garçon va reprendre sa carrière professionnelle pendant 10 ans sans aucun incident. Et je refaisais la littérature il y a 15 jours, et bien, il a refait un choc le 11 mai dernier, avec, à nouveau pendant un match, à nouveau filmé. Là, il parle quand même d'arrêter sa carrière, ou en tout cas d'avoir les thérapies, je pense qu'il va avoir une ablation. Voilà. Un basketteur, un grand gaillard de plus de 2 mètres de haut, arrêt cardiaque, alors c'est niveau universitaire mais c'est professionnel aux États-Unis, arrêt cardiaque, découvert d'une cardiopathie hypertrophique, défibrillateur. Alors l'université de Tennessee, qui est son employeur, le vire à cause du défibrillateur, mais on est aux États-Unis, donc il y a toujours moyen de discuter, et donc il a retrouvé une licence au Nouveau-Mexique et il a continué sa carrière pendant 2 ans avec son défibrillateur sans aucun problème. Voilà, ça c'est des exemples concrets. Jusque-là, ces patients, ils passaient outre les recommandations. On doit beaucoup à Rachel Lamper, une cardiologue américaine, qui, depuis plus de 10 ans maintenant, met en place un registre de ces patients sportifs avec des défibrillateurs. Donc un registre qu'elle a d'abord fait localement, puis qui est devenu international, prospectif et observationnel. Les premiers résultats avaient été publiés en 2013 et l'année dernière dans Circulation, on a eu les résultats d'un suivi à plus long terme. On a 440 patients sportifs implantés, donc c'est énorme, dont 16% à des niveaux national ou international, 47 sportifs avec des sports à haut risque de type ski en compétition et ce genre de choses. Donc c'est des dysplasies, des QT longues, des cardiopathies hypertrophiques. Certains sportifs avaient été implantés en prévention secondaire après des arythmies. Et donc les sports les plus fréquents, c'était quand même le foot, le basket et la course à pied. Avec évidemment des fractions d'éjection conservées, pas mal de bêta-bloquants, 2 tiers. On a quelques perdus de vue, mais pas de mort liée au sport dans les perdus de vue. Et donc ce qui est intéressant dans ce registre de 440 patients, c'est qu'il n'y a aucune arythmie mortelle ou d'arythmie ayant nécessité un choc en plus du défibrillateur pendant ou après le sport. On a eu 10% des patients qui ont eu des chocs, un petit peu plus pendant la pratique sportive, mais en tout cas la compétition n'aggrave pas le risque de choc. Il y a une pathologie particulière, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la dysplasie du VD. Là, il y a plus de chocs chez les patients qui ont une dysplasie du VD. En tout cas, ces patients avec défibrillateur, aucun échec de défibrillation par le défibrillateur, aucune blessure liée au choc et au défibrillateur. Elle s'est intéressée, et c'est un des points faibles du défibrillateur, au dysfonctionnement du matériel. Aucun dysfonctionnement du défibrillateur lui-même, et 44 patients qui ont eu des fractures de sonde, donc à peu près 10%. La sonde, c'est l'élément fragile du défibrillateur, puisqu'il y a à la fois les conducteurs de défibrillation, de stimulation et de détection, la vis. Quand on compare à des données de la littérature publiées il y a 4 ans, on retrouve à peu près ces 10% de survie des sondes à 5 ans, à l'exception de certaines sondes qui étaient plus fragiles. En bas, vous avez la sonde Fidelis Medtronic ou la Riata de Saint-Jude, où les ennuis étaient plus importants. En tout cas, chez le sportif, pas plus de risque de fracture de sonde. Donc en conclusion, cet article, cette série de Rachel Lampert fait énormément évoluer les choses. On peut avoir une activité sportive intense sans risque majoré. Ça reste néanmoins un registre qui a des limites. C'est pas randomisé, il n'y a pas de groupe contrôle, il y a forcément un biais de sélection, l'échantillon reste limité, il n'y avait pas de sport de contact ou assez peu, et c'était que des défibrillateurs classiques avec des sondes par voie transveineuse. Il y a très peu de choses dans la littérature.
Il a été publié il y a 2 ans une série monocentrique beaucoup plus petite de 71 patients avec défibrillateurs. C'est notre ami Thérésia que vous avez en photo là-haut, qui a comparé les 16 patients sportifs sur ces 71 patients. Et bien, ces 16 patients sportifs n'avaient pas plus de risque et plutôt moins d'avoir un choc électrique que les non-sportifs. Voilà, donc il faut peut-être faire changer les recommandations des sociétés savantes. Clairement, le registre de l'Ampère plaide pour ça. Il faudra également tenir compte des nouveaux dispositifs, on va y venir tout de suite. En tout cas, dès 2005, les Américains ont commencé à changer leurs recommandations. On garde les recommandations très limitatives pour les classes 1A, mais ils ouvrent la porte à des sports de plus haute intensité, à condition que ça soit en accord avec l'athlète, le sportif, à condition qu'on soit à distance d'une thérapie par le défibrillateur. Alors, les nouveaux défibrillateurs, c'est le défibrillateur sous-cutané, le SICD, Subcutaneous Defibrillator. Donc là, le boîtier est en position latérothoracique gauche intermusculaire entre le grand dentelé et le grand dorsal. Et il y a une sonde externe qui est tunnélisée le long du sternum. Ça fait une dizaine d'années que c'est disponible en Europe et 6 ans que c'est disponible aux États-Unis. On a quand même déjà 19 000 patients implantés avec ce système. Alors, et on dispose déjà d'un énorme registre, l'Effortless Study, qui est un registre publié au mois d'août de l'année dernière, qui repose sur un suivi de 985 patients, presque 1000 patients, dont plus de la moitié ont un suivi à 3 ans. Alors on s'aperçoit que c'est des patients qui sont choqués, comme avec un défibrillateur classique. On a 10% de patients choqués, donc le système marche, tant mieux. Et au niveau des complications de ce système sans sonde, on a des complications qui sont similaires au système classique en termes d'événements. 8% à 1 an, 14% à 5 ans, avec beaucoup de chocs inappropriés, essentiellement par surdétection de l'onde T. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'intérieur du cœur pour écouter le cœur et on est plus confronté à un double comptage entre le QRS et l'onde T. Double comptage dit tachycardie et choc inapproprié par le défibrillateur. On a également des infections, mais elles ne sont pas graves puisqu'on n'est pas en endovasculaire, ce n'est pas des infections systémiques. Et on n'a finalement que 10 patients sur les 1000 où on a eu besoin de changer ce défibrillateur pour mettre un défibrillateur classique parce qu'il fallait une resynchronisation ou parce qu'on avait besoin de les stimuler pour arrêter leur tachycardie. De surcroît, cette série tient essentiellement compte de défibrillateurs de 2e génération et on est maintenant passé à la 3e génération de DEF sans sonde, avec une augmentation des longévités de batterie. Jusque-là, c'était quand même très restreint. De 5 ans, on est passé à 7 ans, avec des systèmes qui sont maintenant IRM compatibles, des algorithmes de meilleur dépistage de la FA, et le système SmartPass, qui va venir, c'est un filtre haute fréquence, qui va venir compenser ce problème de surdétection de l'onde T, et avec efficacité, puisqu'il y a une étude sur 1900 patients qui va être publiée très prochainement dans Heart, où on voit que ce système SmartPass va diminuer de plus de 50% le risque de choc inapproprié par surdétection de l'onde T. Donc, de grosses avancées technologiques sur ces défibrillateurs sans sonde. Alors, est-ce que c'est plus adapté aux sportifs? On a envie de dire oui, mais on n'a aucune étude, on n'a aucun recul, on n'a aucune donnée. Il y a des inconvénients, il n'y a pas de stimulation. Ça veut dire qu'un sportif qui a des bradycardies extrêmes, on ne peut pas l'électro-entraîner pendant la nuit. Il n'y a pas de stimulation anti-tachycardie. Un sportif qui a été implanté pour une tachycardie ventriculaire, qu'on peut arrêter par ATP, là, il va prendre un choc électrique. Il n'aura pas d'ATP. Il y a peut-être une moins bonne discrimination des arythmies, on l'a vu, mais c'est en voie d'amélioration. C'est un petit peu plus volumineux, 59 cc, alors qu'un DEF classique fait dans les 35 actuellement, et donc une moindre longévité. Alors, les éléments de réponse pour le choix entre le DEF classique, transvenous ou le subcutaneous, on les a sur une étude qui a été publiée récemment. C'est une méta-analyse en fait de 5 études qui a regroupé beaucoup de patients, 2000 d'un côté, 4000 de l'autre. Sans surprise, beaucoup moins de complications liées aux sondes quand on n'a pas de sonde. 0,15% dans le groupe sans sonde versus 10% dans le groupe avec sonde. Le risque d'infection est globalement le même avec les deux matériels. Le risque de dysfonctionnement global du matériel, il n'y a pas de différence significative. Et au niveau des thérapies inappropriées, on est globalement autour de 10% de thérapies inappropriées. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a plus de
mauvaise détection des arythmies atriales avec les DEF classiques, parce que les DEF classiques, c'était énormément des défibrillateurs simple chambre qui étaient implantés dans ces séries. Et donc on retrouve le problème de surdétection de l'onde T avec le DEF sous-cutané. Voilà. En tout cas, cette méta-analyse conforte l'idée d'une supériorité du DEF sans sonde par rapport au problème de dysfonction des sondes qui est très important chez le sportif. On a vu que les contraintes étaient majeures, sans résultat différent sur le reste. Alors, le choix du matériel, il se fera comment? Au cas par cas. Il y a des sportifs qui ont des fortes contraintes scapulaires, des tennisman, il faudra peut-être mieux mettre un DEF sans sonde. Les sportifs très jeunes, il vaut mieux préserver le capital veineux. Évidemment, s'il y a déjà eu un DEF classique et une endocardite, on va passer au DEF sans sonde. Bon, il faut tenir compte de la longévité quand même une fois et demie moins importante. Je vous rappelle donc qu'on ne peut pas faire d'ATP. Donc le patient qui est implanté pour une TV monomorphe qu'on peut arrêter par ATP, il faut lui mettre un DEF classique. Sinon, il va prendre des chocs à chaque fois. Le DEF classique, on a peut-être une meilleure dépistage des arythmies auriculaires si on a deux sondes, si on a une sonde atriale, je vais y revenir un petit peu après. Et puis, donc, maintenant, on a des appareils qui tiennent 10, 12, 13 ans, parfois plus. Alors, simple chambre ou double chambre pour un DEF classique, quel est l'intérêt du dépistage de la FA? Rapidement, un exemple concret d'un patient et ami qui fait du rallye automobile en compétition, qui avait des tachycardies ventriculaires syncopales sur une dysplasie du ventricule droit depuis de nombreuses années. Donc, on lui fait une ablation de sa tachycardie ventriculaire et on l'implante évidemment avec un défibrillateur. Et bon, il est suivi par télécardiologie parce qu'il habite loin. Il me dit, j'ai toujours des arythmies. Et j'avais eu l'intuition de lui mettre un appareil avec deux sondes. Et, alors qu'on aurait pu croire qu'il récidivait des TV, vous voyez sur les endogrammes qu'on a par télécardiologie, qu'on a en fait de l'authentique fibrillation auriculaire rapide que lui prenait pour des tachycardies ventriculaires. Bon, les FA persistent malgré traitement, et donc on finit par lui faire une isolation des veines pulmonaires, une ablation. Et donc ce patient, avec un recul de plus de 4 ans, a repris son volant sans problème, il ne fait plus ni TV ni FA. D'où l'intérêt de mettre deux sondes. Alors c'est peut-être valable chez un type de 47 ans, c'est peut-être moins valable chez un sportif de 25 ans qui fait des sports à forte contrainte au niveau de la loge. En tout cas, le réglage du défibrillateur chez le sportif, c'est du réglage de haut niveau. Il y a plein de choses à regarder, beaucoup plus que chez un patient âgé. Il va falloir éventuellement mettre en route tous les algorithmes de dépistage des tachycardies supraventriculaires, le morphologue, la stabilité, le démarrage brusque, et jouer sur les sensibilités pour ces problèmes de surdétection de l'onde T. Le sportif, il peut aller très très vite à l'effort, donc il faut connaître sa fréquence maximale, et on règle volontiers les zones de thérapie au-delà de 220 ou 240. Et puis, on a vu précédemment l'intérêt éventuellement de mettre en route l'asservissement et de l'adapter, de faire des épreuves d'effort sous bêta-bloquant pour les dysplasies du VD par exemple. Voilà. Il va y avoir des appareils qui vont mieux dépister l'arythmie atriale, même des appareils simple chambre. Medtronic et Biotronic, avec une seule sonde, arrivent déjà à avoir un bon recueil de l'activité atriale sur leur tout dernier modèle. Et on a vu également que c'était quelque chose sur lequel travaillait Boston sur le défibrillateur sans sonde. Je finis dans 2 minutes. Un petit mot sur la loge du défibrillateur. Moi, je privilégie une loge rétropectorale plutôt qu'une loge prépectorale. C'est un petit peu plus compliqué à faire, mais l'appareil, il est caché. Vous voyez que là, on ne voit pas du tout la bosse du truc. Donc, ça protège beaucoup mieux les sondes des chocs. Alors, un petit peu plus compliqué pour les changer après. Et certains auteurs signifient qu'il y a plus de risque d'écrasement des sondes par le muscle pectoral, mais globalement, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Et c'est quand même beaucoup plus joli à gauche qu'à droite. Et puis, on peut faire du très joli aussi en loge latérothoracique pour le DEF sans sonde. Vous voyez que même chez cette jeune femme longiligne, avec un beau soutien-gorge, ça passe très bien. Les Américains pensent à tout. Il y a une société qui développe des t-shirts avec des protections adaptées qu'on enfile dans le t-shirt, donc pour les défibrillateurs classiques et pour les défibrillateurs sous-cutanés. Voilà, bref, pour conclure, la pratique sportive est plus formellement contre-indiquée chez le porteur de défibrillateur. Ça va évoluer au niveau des recommandations des sociétés savantes, mais le problème, c'est qu'on n'aura pas ou peu d'études, et il n'y a en tout cas pas d'études randomisées. Donc c'est une décision au cas par cas, collégiale, avec l'avis du rythmologue, l'avis du cardiologue traitant. Et il faut que le patient soit demandeur, averti, informé, psychologiquement entouré.
Je pense que l'indication, mais surtout le traitement, c'est très important. Et je pense que l'ablation par radiofréquence va pouvoir réautoriser pas mal de sportifs éventuellement à repratiquer leur activité. En tout cas, la prudence reste indispensable. Hein, c'est embêtant de ne plus faire du sport, c'est encore plus embêtant de mourir. Éviter les conditions défavorables, les chocs sur le matériel. Je pense que les sports de contact violent, c'est quand même très compliqué. En cas de choc, il faut attendre au moins 6 semaines, voire 3 mois avant de reprendre une activité sportive. Les sondes sont le talon d'Achille. Donc c'est vrai que c'est séduisant de mettre des appareils avec une seule sonde, mais on rate peut-être certaines choses au niveau de l'oreillette. Et puis, je pense qu'il y aura une place grandissante des défibrillateurs sous-cutanés sans sonde, même s'il n'y en a pas de données sur les sportifs pour l'instant. Enfin, pour finir, c'est des appareils qu'il faut régler encore plus soigneusement que les autres défibrillateurs, en fonction des zones de fréquence cardiaque maximale à l'effort. Il y a encore beaucoup de progrès à venir chez les constructeurs. Et au niveau de la longévité, comme on est chez des patients jeunes, je pense que dans les années à venir, il faut qu'on ait au moins 10 ans, voire 15 ans de longévité sur ces appareils. Voilà, je vous remercie.